Eh bien, bonjour, vous êtes de nouveau à l'Institut des Libertés. On produit beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter, il se passe énormément de choses en France. Et là, c'est dans le cadre des émissions en toute liberté. C'est-à-dire, j'ai invité un homme qui a un passé chargé, qui a fait beaucoup de choses dans sa vie, et qui va nous expliquer ce que ça a été pendant ces années d'être de droite. Et je vais lui poser quelques questions aussi, puisqu'il a été parlementaire de l'ancienne majorité, puis maintenant il est parlementaire européen. On va lui poser quelques questions sur à quoi servent exactement les commissions parlementaires et pourquoi toutes ces enquêtes qui sont faites par le Parlement n'aboutissent jamais à rien. Il y a une question, si vous voulez, ça me rappelle un peu la Cour des comptes, où vous avez des enquêtes qui sont diligentées, qui sont plutôt bien faites, et puis ensuite il ne se passe rien. Donc, Monsieur Jean-Paul Garot, la parole est à vous. Vous vous présentez. Je pense que les gens me connaissent, mais ils devraient vous connaître plus que vous ne l'êtes connu, donc allez-y. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravi évidemment d'y répondre, de venir en toute liberté effectivement discuter. C'est très agréable par rapport à la frénésie de temps en temps de la vie politique et puis aussi des médias, de pouvoir à un moment donné se poser et puis effectivement réfléchir à certaines questions et répondre tout à fait librement. Alors avec moi, bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de politiques qui disent qu'ils n'auront pas de langue de bois, mais moi, si vous voulez, je fais de la politique depuis presque une vingtaine d'années, mais je ne suis pas politique de carrière, je suis un magistrat d'abord et avant tout, puis je suis venu à la politique parce que j'ai considéré qu'il fallait s'engager vraiment. Bien sûr. Je crois vraiment à l'action politique de fond, si vous voulez, avec vraiment... avec un grand P, voilà, pas la politique politicienne. Alors ceci m'a joué quelques tours, évidemment, puisque donc j'ai battu en 2002 le fils de François Mitterrand, qui était député maire de Libourne. J'ai donc été député de Gironde en 2002. J'ai été réélu en 2007. J'ai fait 10 ans de mandat. Je me suis principalement engagé sur les sujets que je connaissais les mieux, c'est-à-dire ceux relatifs à la justice, disons le régalien en général. J'ai été rapporteur de nombreux projets et propositions de loi, parce que vous savez qu'il y a députés et députés. Il y a des députés qui font pas un travail véritablement à l'Assemblée, qui sont plutôt dans leur circonscription. Moi, j'ai essayé d'être dans ma circonscription et de faire un vrai travail de parlementaire. Donc, je crois l'avoir fait. C'est d'ailleurs pas pour ça qu'on est forcément réélu. Non, mais ça, c'est une autre chose. L'idée qu'on est récompensé d'avoir bien travaillé est une idée qui n'existe que dans les films américains. C'est tout à fait ça. Donc, bon. Donc j'ai fait en tout cas ce que je pensais sincèrement devoir faire. Voilà. Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est que malgré l'échec électoral de 2012, j'ai le sentiment d'avoir fait ce que je devais. Et bien sûr, je regrette surtout qu'on ne soit pas allé beaucoup plus loin dans la politique des candidats que j'avais soutenus, et à commencer par Nicolas Sarkozy, que j'avais évidemment beaucoup soutenu en 2007, et qui n'est pas arrivé au bout de ses promesses électorales pour un certain nombre de raisons. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'avec quelques collègues parlementaires, nous avions créé la droite populaire pour faire en sorte, qui était un collectif de parlementaires, pour faire en sorte de forcer, entre guillemets, le gouvernement de l'époque à aller au bout des promesses électorales du candidat Sarkozy. Et puis après, la droite populaire s'est transformée. Actuellement, ça devient une sorte de parti, mais intégré maintenant, je dirais, au Rassemblement national. J'y reviendrai éventuellement. Mais si vous voulez, ce parcours politique, sur tous ces sujets sur lesquels j'étais très impliqué, m'a beaucoup intéressé. J'étais aussi rapporteur de la loi sur la burqa, par exemple. Alors évidemment, naturellement, aujourd'hui, on parle beaucoup de ces sujets. À l'époque, il y a 10 ans, à la tribune de l'Assemblée, quand je disais ce que disent aujourd'hui des politiques, y compris de gauche, eh bien, j'étais traité d'être dans la droite de la droite, j'étais décrédibilisé, enfin, on voulait me décrédibiliser, j'étais... Alors, si avant que vous alliez plus loin, je suis désolé de vous interrompre, il y a un certain nombre des auditeurs de cette chaîne qui me reprochent de couper les gens. Parce que, si vous voulez, je voudrais que ces conversations soient beaucoup plus des conversations plutôt que des monologues. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui m'intéresse, je pose la question, même si ça me force à vous interrompre. Et moi, j'ai tendance, quand on me lance sur certains sujets, à être, effectivement, on ne m'arrête plus. Alors ça c'est pas grave. Donc, je voudrais essayer de comprendre ce qui est arrivé à ce pays. Parce que
il y a eu une espèce de refus de regarder la réalité pendant au moins 25 ou 30 ans. Et ça n'a pas été simplement le cas de la gauche, mais ça a aussi beaucoup frappé la droite, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait derrière ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, d'un seul coup, avons-nous décidé que, je veux dire, l'identité, ça voulait rien dire, la nation, ça voulait plus rien dire, etc. On a eu une espèce de dépression nerveuse collective, non? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors j'ai été confronté à cela, dans ma carrière judiciaire, et j'ai été confronté à cela en politique, si vous voulez. Ce n'est pas que de la politique, ce n'est pas que le problème de la politique. C'est un problème qu'on rencontre dans bon nombre de métiers à responsabilité. Hein. Donc, et c'est le même mécanisme qui s'est passé. J'ai vu dans la hiérarchie judiciaire, plus on montait dans la hiérarchie judiciaire et moins on voulait de vagues, quoi, hein, pour dire les choses clairement. Et en politique, ça a été la même chose et même pire, puisque un certain nombre de politiques sont élus sur un programme qu'en général ils n'appliquent pas. Donc ils n'appliquent pas parce qu'ils veulent éviter toute difficulté particulière. Et du coup, ils ne sont pas réélus. Et du coup, effectivement, ils ne sont pas réélus. Et puis du coup, les gens n'y croient plus. Hein, et c'est tout à fait naturel. Ils ne croient plus aux politiques. Et là, le problème majeur, effectivement, que la politique... Mais ce n'est pas d'ailleurs uniquement français. Hein, non, tout à fait. Voilà. Donc le problème majeur que rencontre la politique ici et ailleurs, en général, c'est cela. Parce qu'il y a eu une telle fuite dans les responsabilités, des lâchetés successives. Bon, alors pourquoi? C'est bien la question. Pourquoi? Parce que moi, j'ai rencontré des gens de valeur, quoi. J'ai rencontré des gens très bien, très très bien. Mais ce ne sont pas forcément ceux qui sont les plus connus. Et là, on commence à toucher un aspect qui est, je crois, un peu particulier. Je ne veux pas accuser les médias, mais il y a un prisme médiatique qui fait que, automatiquement, il est très réducteur. Et automatiquement, il transforme les choses. Par exemple, à l'Assemblée nationale, on fait quelquefois, enfin moi, à l'époque où j'y étais, entre 2002 et 2012, il y avait des débats très importants et très intéressants, qui se situaient en général à des heures où il n'y avait aucun journaliste, où il n'y avait aucune chaîne de télé, et où, bien que la chaîne parlementaire enregistre en permanence, cela n'intéressait personne. Et puis, et alors que ça l'aurait mérité. Par contre, vous avez les fameuses questions au gouvernement, qui sont une foire épouvantable, où là, c'est uniquement pour je dirais, se faire remarquer. Voilà. Donc, c'est un travers terrible. Et cela, c'est parce que les médias, qui sont évidemment indispensables, puisque nous devons être transparents dans ce que nous faisons, voilà, on se livre, je dirais, à nos concitoyens, mais de l'autre côté, il y a cette difficulté majeure. Comment rester serein par rapport aux médias, un peu comme on l'est là maintenant. Moi, je ne cherche pas à faire un numéro. Je suis là en disant les choses telles que je les vis, telles que je les ressens. Il faudrait faire une sorte de sociologie de cet élément-là. Parce que, encore une fois, mais si vous voulez, malgré tout, je crois encore, malgré tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est mon côté un peu idéaliste peut-être, je ne sais pas, mais je crois qu'il est possible aux gens de bien d'y arriver. Voilà. En tout cas, je me bats pour ça. Écoutez, c'est une très belle chose, mais là aussi, on assiste à une certaine simplification. Je me souviens quand j'étais gamin, donc je faisais mes études à Toulouse, vous avez vos études à Bordeaux. Vous savez, bien sûr, la faculté de droit de Bordeaux est très inférieure à celle de Toulouse, mais enfin, on ne va pas discuter de ça entre nous. Je suis toulousain. Alors, vous voyez, je suis toulousain, j'étais député de Gironde, alors c'était un peu compliqué quelquefois. Et vous êtes un joueur de rugby, donc tout va bien. Ouais. Donc, vous êtes toulousain, c'est très bien. Non, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé quand j'étais donc quand j'avais 18-20 ans. Vous entendiez à la télévision, vous voyez passer Raymond Aron, vous voyez passer Jouvenel. Il y avait quand même des gens à qui on laissait dérouler un raisonnement qui pouvait être complexe, que tout le monde ne comprenait pas, mais on se disait, en tout cas, il parle bien, vous voyez ce que je veux dire, on était là, on se disait, je ne comprenais pas tout à cette époque parce que j'étais bien, je jouais beaucoup au tennis et je ne faisais pas grand-chose d'autre, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'a plus, si on ne le dit pas, le truc en 3 mots, la pensée s'est raccourcie de façon extraordinaire, et donc on ne peut plus développer des idées un peu compliquées, quoi. Oui. J'ai l'impression qu'on est allé vers une espèce d'assèchement de la pensée, et cet assèchement de la pensée nous amène automatiquement à une espèce de mouvement
vers la tyrannie, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que des slogans. Plus personne ne réfléchit. Et ça, moi, ça ne me laisse pas en toi, parce que c'est quand même la première fois dans l'histoire de France, c'est ce que je dis souvent, où il n'y a plus un seul grand intellectuel français. C'est le propre de la tyrannie, on l'a vu historiquement dans toutes les dictatures, d'effacer la mémoire des gens. Et d'effacer par des moyens... Leur capacité de penser. Leur capacité exactement de critique. Et c'est vrai que la connaissance... l'éducation. Est-ce que vous croyez que c'est lié à l'effondrement de l'éducation nationale ? Non, mais il n'y a pas que l'éducation nationale, il y a aussi beaucoup d'autres choses, un monde qui a beaucoup évolué. Moi, je dois dire que la politique m'a fait connaître des choses que je n'aurais jamais connues, naturellement, si je n'avais pas, fait de la politique. Il y a quelque chose qui m'a marqué. J'ai beaucoup travaillé avec Maurice Druon. Oui. Bon. Et bien sûr, tout le monde sait, l'auteur des Rois maudits, ancien secrétaire perpétuel de l'Académie française, et on a travaillé sur la langue française. Oui. Voilà. Et on avait même créé un comité pour la défense de la langue française en quelque sorte, mais c'était un comité pour la langue du droit européen. Parce qu'on avait bien vu, ça remonte déjà à pratiquement 15 ans, on avait bien vu que... La prégnance du droit anglais. Hein ? Vous avez vu arriver la prégnance du droit anglais. Bien sûr, bien sûr. Et alors, on avait eu une idée, Maurice avait une idée formidable, et on l'avait déclinée. En plus, il y avait des gens... il avait un carnet d'adresses extraordinaire, donc c'était vraiment, vraiment extraordinaire à travailler avec lui. Et on l'avait décliné sur une idée qui est géniale, qui est celle de dire, il y avait 27 pays membres de l'Union européenne, avec évidemment autant de langues. À chaque fois, il faut autant de traducteurs, alors que, par définition, il y a évidemment un débat des textes, notamment des textes juridiques. Or, en fonction des traductions, les mots ne veulent pas dire la même chose. Donc, à un moment donné, pour que ça soit juridique, il faut une langue de référence. Et la langue française a cette richesse que n'a pas du tout la langue anglaise, dans les nuances, qui fait que... Juridique, j'entends juridique. Oui, juridique, tout à fait. La langue de la diplomatie, on dit autrefois. Voilà, qui fait que, il faut une sorte de langue instaurée au niveau de l'Union européenne, une sorte de langue qui fasse foi, et où on se réfère à elle quand il y a un doute. Alors c'est une idée géniale parce que, si vous voulez, ce n'était pas un débat qui pouvait apparaître comme vieux jeu, comme des gens qui veulent, qui sont sur une sorte de combat d'arrière-garde. Au contraire. Quel est le texte de référence ? Voilà, au contraire, non mais si vous voulez solidifier l'Union européenne, il faut absolument mettre en place une langue qui fait foi. C'était génial. Bon. Malheureusement, on s'est heurté je pourrais vous en parler puisque maintenant je suis député européen, on s'est heurté à une pesanteur épouvantable d'une machine à gaz épouvantable aussi. Donc et puis malheureusement Maurice est décédé, voilà. Et en plus de cela, j'ai rencontré avec lui, parce que vous parliez de grands noms, j'ai rencontré avec lui des grands personnages. Voilà, moi je me souviens j'étais à côté de Pierre Messmer. Il y avait Maurice Druon, il y avait Pierre Messmer. Il y avait des pages de l'histoire de France à côté de moi, quoi. Alors justement, dans ce cadre historique là, dans lequel vous vous placez volontairement, celui de la France, enfin de la France éternelle, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, aujourd'hui on parle beaucoup de la République et on parle assez peu de la France. Vous avez tout à fait raison, et c'est exactement la remarque que j'ai faite plusieurs fois. C'est une drôle de chose, parce que la France a toujours existé, mais bref, la République elle aussi. Elle est beaucoup plus ancienne que la République. Et donc, dans ce cadre historique, je voudrais que vous me parliez un petit peu du métier de parlementaire, parce que vous avez été parlementaire 10 ans, et j'ai reçu ici, il y a quelque temps, Charles Pratt, oui, qui a écrit ce livre qui s'appelle « Le cartel des fraudes », dans lequel il dénonce une fraude de 50 milliards d'euros, je ne sais pas combien, ce qui est absolument monstrueux. Et ce qui me surprend le plus dans ce livre, l'ayant lu et l'ayant reçu, c'est dans le fond que ça n'a l'air d'intéresser personne. Oui. Je veux dire par là, 50 milliards, c'est supérieur à la charge de la dette française. Ouais, ce que je veux dire, c'est quand même des sommes gigantesques. Ça permettrait de rehausser les retraites, de faire baisser les impôts, de refinancer le secteur régalien. Je veux dire, 50 milliards, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Mais pourquoi n'arrive-t-on à rien ? Pourquoi il y a ces espèces de travaux qui sont faits par des gens compétents et puis ça n'arrive jamais à rien ? Expliquez-moi ça, parce que c'est peut-être pour ça que les Français sont dégoûtés de la politique. Oui, oui. Alors, en préambule, ce sujet des fraudes aux prestations sociales en particulier, c'est un sujet sur lequel j'ai pas mal travaillé à l'époque justement où j'étais parlementaire de la majorité, puisqu'on avait
fait en sorte que, avec la droite populaire dont j'ai parlé, on avait saisi ce sujet. Et même, je me souviens à l'époque, tout le monde ignorait ce qu'était l'aide médicale d'État. Et c'est nous, à la droite populaire, qui l'avions dénoncé sur la gabegie et puis les trucs incroyables que cela entraînait. Donc on avait déjà à l'époque fait beaucoup. Et je me souviens, petite anecdote, mais je me souviens, je faisais partie d'un groupe de députés qui étaient souvent reçus par François Fillon, alors Premier ministre. On était peu nombreux. Et je me souviens un jour, j'arrive en retard à cette réunion parce que je sortais justement d'une réunion où on a fait, je pense, un très bon travail déjà à l'époque sur la question des fraudes. Et j'arrive en retard et je dis au Premier ministre, désolé de ce retard, mais justement, nous étions en train de travailler sur cette question des fraudes. Et la réunion qui était en cours était une réunion destinée à trouver de l'argent pour les retraites, pour faire les choses simples. Bon, simplement. Bon. Et j'ai dit à François Fillon, mais dis-moi, moi je peux trouver on peut trouver de l'argent concernant notamment le financement des retraites. Et je fais état de 30, 40 milliards de fraude par an aux prestations sociales. Et là, j'ai vu un peu tout le monde un peu piqué du nez, si je puis dire. Ils sont décomposés. C'était, si vous voulez, tellement énorme que personne n'a saisi ça. C'est ça qui est très, très curieux. Et alors, tout ceci pour vous dire qu'après, sur ce sujet, on a continué à travailler, mais comme je vous le disais, on a été dispersés puisque les élections, certains les ont comme moi d'ailleurs, les ont perdues. Et puis, Charles Prats est revenu sur ce sujet, a fait un travail absolument remarquable, résumé dans son cartel des fraudes, dans cet ouvrage vraiment remarquable, où lui, en tant que spécialiste de ces questions, puisqu'il était magistrat en poste à la délégation nationale de lutte contre les fraudes, a mis au jour un système mais considérable où vous avez, alors ça dépend des appréciations, mais disons entre 20 et 50 milliards d'euros de fraude par an ici, en France. Et il cite, et la Cour des comptes, les rapports de la délégation nationale de lutte contre les fraudes, des rapports de l'IGAS, direction des finances publiques, tout ceci est complètement établi. Des rapports parlementaires de Mme Goulet notamment, qui est de l'UDI, et d'un autre député qui est d'ailleurs de La République En Marche. Enfin, tout ceci est... Et alors, comment se fait-il que ça n'avance pas ? Moi-même d'ailleurs, en tant que président de l'Association professionnelle des magistrats, je suis à la fois député européen et toujours président de l'Association professionnelle des magistrats, j'ai dénoncé, en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale, j'ai dénoncé au mois de novembre 2019, par une lettre très détaillée, l'ensemble des éléments en question qui devaient, à mon sens, justifier qu'une enquête, au moins une enquête, soit menée par le parquet national financier. Qu'il y avait autre chose à faire. Il y a eu donc quelques médias qui en ont parlé. Rien n'a suivi et j'ai vu apparaître, le procureur national financier m'a envoyé il y a quelques mois une lettre disant qu'il classait l'affaire. Il classait cela parce qu'il estimait qu'il n'y avait pas donc il n'y avait pas lieu d'enquête. Non. C'est ça qui est terrible, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas... Je ne disais pas que tout était établi, mais je fondais cela, je crois, très sérieusement, notamment sur des détournements d'argent public. Vous savez que dans le Code pénal, il y a les détournements d'argent public qui sont faits évidemment volontairement par les auteurs, et puis vous avez aussi un détournement, c'est la loi 432-16, article 432-16 du Code pénal, qui prévoit le détournement d'argent public par négligence, c'est-à-dire des fonctionnaires d'autorité, le gars qui a pas fait son des boulot, gens qui ont des responsabilités et qui laissent faire des détournements d'argent qui ne sont pas pour eux, mais qui les laissent faire. Voilà. C'est le propre même donc de la qualification qui me semble pouvoir être retenue. Parce qu'on a des éléments de preuve qui sont dans ce dossier qui a recueilli aussi les Charles Prats. Les citoyens ne peuvent pas porter plainte. Alors, puisque je suis... Si, bien sûr, des associations de contribuables et tout cela, on pourrait bien entendu aller beaucoup plus loin. Bien sûr, il faut déterminer qui a intérêt à agir, tout ça. Mais déjà, le seul fait, en tant qu'association professionnelle des magistrats, de dénoncer, c'est le terme de la loi. Vous savez, les procureurs sont saisis par plainte, par procès-verbaux de gendarmerie, de police ou de diverses administrations, et par la dénonciation, c'est le terme. Moi, je dénonçais un certain nombre d'éléments qui auraient, pour le moins, nécessité une enquête.
Donc on me répond, si vous voulez, la réponse est complètement, excusez-moi, à côté de la plaque. Elle faisait 3 lignes? Oui, elle faisait quelques lignes en disant que, en prenant référence au rapport des sénateurs en question qui n'avaient pas eu accès à des documents qui auraient dû leur être donnés en tant que parlementaires, mais ça n'avait rien à voir puisque je citais aussi plein d'autres rapports, etc. Donc, bon, je vous signale d'ailleurs que je vais relancer cela, puisque notamment grâce aux nouveaux éléments qui ont été amenés par Charles Prats et qui sont contenus dans ce cartel des fraudes, dans cet ouvrage, où on a 6 millions de cartes vitales en surnombre, où on a beaucoup de choses, enfin bon, des centenaires... centenaires, 120 ans, 125 ans. Oui, de 120 ans, 130 ans, enfin bon. Voilà, alors, bon, bref, c'est très détaillé et d'ailleurs, c'est intéressant parce que à chaque fois qu'il cite quelque chose, il cite les références. Oui. Et vous avez même une sorte de code barre en quelque sorte qui vous renvoie, comme vous le cliquez, qui vous renvoie directement sur telle audition à l'Assemblée, etc., etc. Donc c'est remarquablement bien fait. Et donc je vais revenir devant le procureur. Qui est ce personnage qui trouve que c'est pas la peine? Alors là, en l'occurrence, c'est le procureur national financier, qui a été beaucoup plus diligent dans certains dossiers. Hein. Oui, ça allait très vite. Pour certaines personnes, ça a été très vite. En 3 jours, il y a des qui étaient... Sur de simples approximations dans un article, etc. Alors là, c'est la grosse Bertha qui a été utilisée. Et là, alors que là, c'est énorme. Alors pour finir, et pour répondre à votre question, je crois que c'est tellement énorme, hein, et il y a tellement de gens de responsabilité qui n'ont pas fait ce qu'ils devaient, qu'il y a une sorte de blackout total qui se met là-dessus. Voilà. Parce qu'en réalité... Et où est la presse? Ce sont les tribunaux correctionnels et c'est la Cour de justice de la République. Oui. Voilà. Pour les ministres, anciens ministres... Et où est la presse? Où est la presse? Où est la presse? Parce que voilà un sujet qui devrait les intéresser. Parce que, en fait, l'argent du citoyen, la démocratie a commencé en Grande-Bretagne à la fin du XVIIe avec le vote de l'impôt par les citoyens. Bien sûr. Et donc, c'est quand même si j'ose dire, c'est pas l'argent de l'État, c'est de l'argent des citoyens. Et le rôle des travailleurs dans l'État, c'est quand même de vérifier que cet argent est employé à bon escient. Et donc, 50 milliards, si vous voulez, quand je pense qu'on a viré un chef d'état-major de l'armée pour 200 millions, parce qu'il gueulait parce qu'on avait coupé son budget de 200 millions, je ne sais plus quoi, et maintenant, 51 milliards, tout le monde s'en fout. 700. Alors, les prestations sociales avec les frais de gestion, parce qu'il y a les prestations et les frais de gestion, par an, l'État délivre l'équivalent de 750 milliards, environ 750 milliards d'euros. C'est-à-dire une fraude de 50 sur 750, ça doit faire quoi? Ça doit faire 7 ou 8%? Oui, voilà. Mais c'est ça, c'est à peu près ce qui est 7 ou 8%, on n'aurait plus de déficit budgétaire et Bruxelles nous foutrait la paix. Exactement. Et puis surtout dans les temps que nous vivons et que la France va vivre. Évidemment. Parce que bien sûr, on sait tout ce qui se passe avec la crise sanitaire et les retombées économiques, sociales de tout cela. Eh bien, il est évident que là, et puis c'est facile, il suffit d'avoir la volonté politique de le faire. Bon, c'est un sujet tellement énorme que j'ai l'impression que personne ne bouge, à cause de ça. Alors moi, je fais ce que je peux, Charles Prats fait ce qu'il peut, voilà, mais où sont effectivement les journalistes? Où est la campagne de presse? Tous les jours, on devrait parler de ça. Tous les jours. On devrait parler que de ça. Alors, il y a eu des tentatives de décrédibilisation de Charles Prats, mais il y est revenu dessus. Tout est établi, si vous voulez. Tout est établi. Et puis, il m'a fait penser, tout à fait, si vous voulez, un bulldog qui ne lâche rien. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, on essaye de le décribiliser, mais ça n'a pas l'air de le toucher beaucoup. C'est ça. Il continue à avancer. Et puis, au moins il a mis ses crocs dans la viande et il lâche rien. Quoi. Et au moins qu'il y ait une enquête, si vous voulez. Parce que, voilà, au moins une enquête. Et de qui dépend la décision politique de prendre l'enquête? Du Premier ministre? Normalement, c'est uniquement l'autorité judiciaire. Voilà. Donc, l'enquête est dans l'autorité judiciaire. Le nouveau ministre? L'enquête, non. L'autorité judiciaire. Heureusement d'ailleurs. L'autorité judiciaire, en l'occurrence, c'est le procureur de la République. Parce que j'imagine que c'est un peu comme aux États-Unis, en France, vous avez les gens qui sont de l'autorité judiciaire et qui font partie de l'État, et puis les juges qui sont un petit peu en dehors, qui sont indépendants. Oui, mais là, on est dans un corps, c'est l'équilibre des pouvoirs, c'est l'autorité judiciaire, et le pouvoir de poursuite, c'est uniquement le procureur de la République.
Voilà. Et Donc c'est qui est lui. le procureur de la République qui ne prend pas cette décision. Ah ben alors, c'est le procureur national financier, en l'occurrence, puisque j'avais porté... Et comment s'appelle-t-il, ce monsieur maintenant? Ah, mais il a changé récemment, une colle. J'avoue que Mais c'est je pas ne grave. me souviens Mais, pas de son il nom. faudrait peut-être C'était, vous savez, c'était Madame Houlette, hein, Oui, jusque-là. qui Voilà, apparemment avait et des bontés le pour le Parti nouveau socialiste. procureur national financier, je ne l'ai pas en tête. Après, alors comme j'ai déposé la première dénonciation auprès du procureur national financier, qui était à l'époque d'ailleurs encore Madame Houlette, et qui m'a fait cette réponse. C'est elle qui vous avait répondu? Alors c'est un procureur adjoint qui m'a répondu. Voilà, C'était même pas elle. Non, un procureur adjoint qui m'a répondu. Donc voilà. elle a botté en touche. Voilà, je ne sais pas si c'est celui qui a eu des problèmes pour des affaires. Enfin, après, peu de temps après, enfin, moi, ça dépasse notre... Mais quelle est la région morale? Est-ce qu'ils ont l'impression qu'il ne faut pas tirer sur les petites gens, que ça ferait élire Le Pen? Alors vous savez, il y a la théorie et puis il y a la pratique. Pour des affaires aussi sensibles, naturellement, il doit y avoir des connotations d'ordre ministériel derrière tout cela. Alors, je ne veux pas m'avancer trop parce que je ne les connais pas, je n'en ai pas la preuve et tout. Mais enfin, il est bien évident que des affaires... D'ailleurs, alors, il y a, comment dire, le système fait que il y a des affaires sensibles qui existent et qui sont identifiées comme affaires dites signalées. Alors, ces affaires signalées, ce sont celles qui sont d'une certaine sensibilité parce que soit les faits sont importants, soit elles impliquent des personnes particulières. Et ça, c'est pas une affaire sensible, c'est pas une affaire... C'est une affaire très, très signalée, normalement. Voilà. Donc, ces affaires signalées, ça remonte à la direction des affaires criminelles et ça remonte au cabinet du ministre. Donc, ces sujets-là, bien sûr, sont du domaine ministériel et même au-delà, bien évidemment, du Premier ministre et du Président de la République. Bon, qui n'ont pas le pouvoir de donner des instructions au procureur de la République. Mais qui peuvent suggérer. Mais enfin, bon, dans les discussions, de temps en temps, on surtout peut dire... Surtout pour 51 milliards. Voilà, oui. Donc, voilà. Donc, bon. Alors, donc, ça me laisse à penser que le procureur en question de national financier n'a pas eu le feu vert, quoi. Voilà. Alors après, la suite de cela... c'est que je vais relancer cette dénonciation à la lumière des nouveaux éléments qui ont été recueillis par Charles Prats dans son livre, qui est dans le domaine public. Hein, et il n'y a pas eu de procès en diffamation ni quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, bon. Et je vais très certainement déposer cette dénonciation, non pas auprès du procureur national financier, mais auprès du procureur de Paris. Voilà. Qui peut être lui aussi tout à fait compétent. Voilà. Et donc, j'ose espérer qu'au moins, il y ait une enquête. Au moins, il y a une enquête et qu'on va peut-être trouver quelque chose. Mais alors, donc là, vous êtes dans votre rôle, vous faites votre boulot, etc. Mais le Parlement, en principe, c'est lui qui est le grand ordonnateur des dépenses de l'État, quoi. C'est lui qui... 51 milliards, ça intéresse personne au Parlement? Alors, il y a quelques députés qui s'en sont occupés. Moi, d'ailleurs, à l'époque, avec les députés de la droite populaire, on avait rendu un rapport qui a été rendu, qui était très détaillé, me semble-t-il, là aussi, qui donnait un certain nombre d'éléments. Comme je vous l'ai dit, il y a des députés et sénateurs aujourd'hui qui travaillent sur ce sujet. Oui, c'est ce que dit Madame Goulet, par exemple, a fait des conférences de presse, elle est revenue très, très, très souvent sur ce sujet. Donc ils font, je dirais, leur travail, sauf qu'ils n'ont pas le pouvoir de décision quelque part. Voilà. Alors, ils peuvent faire des amendements, ils peuvent faire au projet de loi des finances ou autre, mais si vous voulez, on ne peut pas aller plus loin tant qu'il n'y a pas une enquête. Il nous faut quelqu'un. Donc, on fait le même coup, c'est-à-dire qu'on ne déclenche pas d'enquête en pensant que finalement ça va tomber, ça va finir par... qu'on va passer à un autre sujet, et malheureusement, je dirais, il y a plein d'autres sujets dans l'actualité. On en a encore des exemples malheureux depuis peu, évidemment. Donc, et puis, en pensant que les gens vont oublier ou vont passer à autre chose. Vous avez dit que vous croyez encore à la politique, et je trouve ça très bien et tout, mais quand vous voyez cette espèce de bottage en touche perpétuel et de refus de prendre des responsabilités, il n'y a pas un moment où vous n'avez pas envie de... Vous savez comment on disait au rugby autrefois, d'ouvrir la boîte à claques, quoi. Je comprends tout à fait, d'autant plus qu'il y a ce sujet et il y en a d'autres. Je suis sûr que ce n'est pas les seuls. Hein. Non, mais il y en a d'autres. Par exemple, la lutte contre l'islamisme, où je travaille beaucoup depuis très très longtemps là-dessus. Donc, si vous voulez, à certains moments, on a du mérite de rester, démocrate.
Parce qu'on a envie de temps en temps d'ouvrir la boîte à ruer claques, dans les brancards. ou de ruer dans les brancards. Je veux dire, c'est... Vous avez bien du mérite, mais je comprends très Alors, bien. mon travail, c'est en quelque sorte de donner les éléments, d'essayer de faire comprendre, de porter cette parole où c'est possible, à l'Assemblée, dans les médias, de revenir tout le temps, en espérant que mes concitoyens, à un moment donné, vont prendre conscience et vont voter en conséquence. Voilà. Si vous voulez, mon rôle, il est là, plus que d'alerter, de travailler, parce que j'ai beaucoup fait de propositions sur la lutte contre la criminalité, tout ça. Est-ce qu'il faudrait, je ne dis pas qu'il s'agit d'une réforme constitutionnelle, mais par exemple donner le droit de poursuite à la Cour des comptes ou à certaines... Alors là, vous touchez effectivement à un autre sujet qui est effectivement très important. C'est parce qu'il faut quand même, s'il y a complicité, il faut casser ce nœud de la complicité. Oui, quoi. et ça rejoint d'ailleurs ce que vous disiez aussi sur les commissions d'enquête parlementaires. C'est-à-dire, c'est un peu le même mécanisme. C'est-à-dire, la Cour des comptes, comme les commissions d'enquête, font des rapports. Et puis, si ces rapports font état d'un certain nombre de possibles infractions... De crimes. Et bien là, ou de crimes, bien sûr, ben là aussi, on transmet à la même autorité judiciaire. Et c'est encore elle qui décide de ne pas poursuivre. C'est ça. Dans sa grande sagesse. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Alors on peut... vous savez, il y a des règles de procédure qui permettent de circonvenir un parquet qui serait pas vraiment indépendant et tout, mais on peut saisir un juge d'instruction sur constitution de partie civile, mais enfin, c'est pas... Si vous voulez, une commission d'enquête, quand elle transmet tout son travail à l'autorité judiciaire, la logique voudrait qu'il y ait des suites. S'il y a matière. S'il y a matière. Et il n'y en a pas. Bon, malheureusement, on ne voit pas toujours. Et pourtant, il y a eu quand même quelques commissions d'enquête. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une façon, pour le citoyen, je suis désolé de vous interrompre encore une fois, mais de mettre en cause l'autorité judiciaire qui, elle, ne suit pas? Est-ce qu'il n'y aurait pas une façon pour le citoyen de dire, écoutez, si ça vous fait rien, il faudrait que vous commenciez à faire votre boulot, quoi. Oui, mais là, on est en pleine crise de ce type, puisque, alors vous vous souvenez, il y a une certaine époque, la justice avait très bonne presse chez les citoyens. Je me souviens de la vague bleue de 93, où il y avait eu énormément de corruption qui avait été dénoncée, et où... ça se passe en Italie en même temps. Par l'affaire Urba, etc., etc. Oui, en Italie aussi. Et donc les magistrats, là, il y avait eu une opération main propre, en quelque sorte, qui avait envoyé la droite au pouvoir en 1993. Bon. Mais là, aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il y a un blocage très très net de la machine. Hein. Je veux dire, alors pas pour tout, loin de là. Mais ce blocage, il intervient à la fois sur des raisons, sur des dossiers comme celui-là, et même quand même aussi dans la justice ordinaire, alors pour des tas de raisons, des manques de moyens. Hein. C'est pas le même niveau de problématique. Donc maintenant, donner une autre possibilité de contourner l'autorité judiciaire, en quelque sorte, en donnant des pouvoirs supplémentaires par rapport à la Cour des comptes, et faire en sorte que que le procureur ne soit plus la seule autorité qui puisse engager l'action publique, hein, comme on dit, ça serait une remise en cause totale du système français, bien entendu. Mais s'il ne marche pas. Et il faut le justifier. Donc, c'est-à-dire que si on fait cela, ça veut dire, par extension... Hein, que le magistrat n'a pas fait leur boulot. Oui, voilà. Donc, voilà. Donc, ou du moins, c'est pas... Si vous voulez, moi, je fais une différence. Parce que là, la justice, je la connais bien. Je la connais bien. Mon père était magistrat, mon grand-père aussi. Donc, il faut se garder de dire, me semble-t-il, c'est la faute aux magistrats. Parce qu'il y a une grande majorité de magistrats qui font très bien leur travail. Voilà, c'est comme en politique. Hein, voilà. Vous avez des gens très très bien aussi. Voilà. Et vous avez un corps de fonctionnaires remarquable, parce qu'on n'en parle pas assez, ils font un travail remarquable et dans des conditions très difficiles. Mais sur certains dossiers très très particuliers, on a un blocage. Et ce sont sur ces dossiers-là, bien entendu, qu'il faut trouver une solution. Mais pour la trouver, cette solution, en réalité, bon, le système judiciaire, il est comme il est, mais il ne faut pas changer les textes. C'est plutôt le système politique qui est à changer. Vous voyez ? Parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est que dans le fond, oui. Le système politique
a pris le contrôle du système judiciaire. Sur certaines affaires. Sur certaines affaires. Sur certains, voilà. Donc voilà. il y a une espèce de... Et ce système politique est un système qui doit être aussi très proche de la haute administration, si j'ose dire, parce que on a l'impression que la haute administration a pris le contrôle de la fonction politique avec Giscard, et puis depuis, ça fait que se détériorer, quoi. Vous avez une sorte d'autocensure dans la hiérarchie judiciaire, si vous voulez. Vis-à-vis du politique. Vis-à-vis du politique, alors ça existe. Alors, jusqu'à un certain point, regardez très récemment la réaction du procureur général de la Cour de cassation et de la première présidente de la Cour de cassation, les deux plus hauts magistrats de France, qui ont fait une lettre dans la presse à l'encontre de la politique de Dupond-Moretti, quoi. Je veux dire, c'est quasiment du jamais vu. Donc on est là aussi sur quelque chose qui peut changer, si vous voulez. Moi, je sens... Oui, mais encore une fois, si vous voulez, parce que moi, il faut que quelque chose change, c'est évident. Mais j'ai toujours un petit peu peur. En France, on s'imagine qu'on peut changer en changeant des textes, on va publier une nouvelle loi et n'importe quoi, et en fait, rien ne jamais change. C'est-à-dire c'est l'esprit même du système, il faut retrouver un petit peu retrouver... Il faut reprendre tout au départ. Il faut tout reprendre au départ. Mais d'abord et avant tout, rien n'arrivera s'il n'y a pas un changement politique. Pour dire les choses très clairement, quand vous avez, par exemple, moi je l'ai connu, quand vous avez un gouvernement marqué à gauche, très, très idéologue, qui arrive en place, il change le directeur de l'École nationale de la magistrature tout de suite. Parce qu'ils savent que c'est là qu'on commence à former les gens. C'est là qu'on commence à... Voilà, et pas que le directeur, si vous voulez. Il y a dans les programmes de formation, dans tout cela, etc. Tout cela est insufflé, hein, et c'est en général très très bien fait. Donc la réalité, c'est la politique, la tête politique, le programme politique qu'il faut d'abord changer, si vous voulez. Et moi, je suis persuadé que si cela se fait avec une toute autre politique, c'est pour ça d'ailleurs que moi-même, d'ailleurs, quand j'ai vu qu'à l'UMP, on n'arriverait strictement à rien, et que Marine Le Pen a fait appel à moi, et j'ai pas du tout hésité, je suis resté totalement fidèle à mes idées, je n'ai changé en rien sur le fond, ce qui fait que naturellement, je suis là où je suis aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment pour moi. Et donc, si vous voulez, cette politique nouvelle va entraîner des répercussions à tous les niveaux, y compris dans la justice, parce que une grande majorité de magistrats, ne sont pas forcément très marqués idéologiquement. Il y en a, le syndicat de la magistrature, pour ne pas le nommer, bien entendu, mais qui fait une partie du corps qui est quand même relativement infime. Ils font 15% aux élections, 15-18%, enfin voilà, c'est pas considérable. Quand vous changez la politique au niveau du gouvernement de la France, avec une autre politique, y compris en matière de justice, de politique pénale, vous avez automatiquement un système judiciaire, si on le prend en compte, si on comprend son fonctionnement, si on répond à ses attentes, qui va se transformer. Moi, je l'ai vu par exemple avec la loi sur les peines planchées. Les peines planchées, à un moment donné, qui faisait que quand un individu récidivait sous certaines conditions, on ne pouvait pas aller au-dessous d'un plancher fixé par la loi qui était quand même plus élevé qu'il ne l'était avant. Eh bien, les magistrats, certaines organisations syndicales ont crié au scandale, mais en réalité, dans les faits, parce que j'étais à l'audience, les juges, ils appliquaient les peines planchées. Et ça leur rendait même service, quelque part, en disant, mais c'est la loi qui l'a décidé. Non, on est là pour appliquer la loi. C'est la loi qui a décidé cela. Donc, si vous voulez, je pense que si vraiment on arrive à allier... Donc, vous arrivez un petit peu à ce que dit Charles Pratt, qui était assis ici il y a quelques semaines. Vous dites, dans le fond... Et ce que disent des policiers, vous avez des anciens commissaires généraux qui font des émissions ici, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les regarder, qui disent la police ne peut plus rien pour vous et des choses comme ça. Ils disent ce qui manque, c'est une direction politique, c'est-à-dire une volonté politique au sommet d'arrêter la dérive des pouvoirs.
que l'État redevienne l'État, quoi. Et du coup, si vous voulez, c'est pas en changeant les textes, les structures, ou la Constitution, parce que j'entends, il faut une 6e Constitution, etc. Mais non. On a déjà eu 17 depuis 1993. Oui, voilà, c'est ça. Oui, parce qu'il y a eu tellement de modifications aussi, voilà. Oui. Mais vous avez un gouvernement de gens responsables, qui allie la sincérité, la loyauté, l'intégrité, l'exemplarité, la compétence, etc. Vous avez ces gens-là en place et vous n'avez pas besoin de modifier fondamentalement les textes ou autres. Ça va marcher. Ça va marcher. Donc, si je comprends bien ce que vous dites, et je trouve ça très, très alarmant, vous êtes en train de dire que dans le fond, c'est comme le vieux proverbe chinois qui dit que les poissons pourrissent par la tête, c'est la tête qui est arrivée là où elle est, je ne sais pas trop comment d'ailleurs, mais elle est arrivée et c'est elle qui est le vrai problème. Vous savez, je vais vous répondre. Moi, je viens donc de cette famille magistrat, tout ça. Pour moi, l'État, ça représentait quelque chose d'important. Voilà. Quand voir à l'époque où j'étais magistrat, voir un conseiller du ministre de la Justice, c'était déjà important, pour moi. Et au fur et à mesure que j'ai pénétré dans les coursives, je dirais, de l'État, je parle pas de la haute administration, je parle de l'État au niveau politique. J'ai été effaré de voir la légèreté de tout ça. Voilà, effaré. Alors il y a des gens, encore une fois, moi j'ai rencontré des gens, Philippe de Villiers, avec qui j'ai... Bon, voilà, d'ailleurs, il écrit ça dans ses livres. Non, mais il écrit ça dans ses livres. Si vous voulez, que lui, il était venu à l'ENA pour servir, et puis c'est pas du tout... Moi, avec Philippe de Villiers, on se comprend, quoi. Si vous voulez, on est sur la même longueur d'onde, on a les mêmes réactions. Il faudrait, dans le fond, un État beaucoup plus petit, mais beaucoup plus respectable. Oui. Puis vous avez des... je ne veux pas revenir sur l'histoire, mais bien sûr, vous savez, ce qui a fait la France... Ce sont des grandes personnalités, des gens qui avaient... Et c'était ce que j'appelais les moines soldats. Voilà. Bon. Mais en même temps, ils mouraient tous pauvres quelque part en Provence un jour, quoi. Oui, mais ils mouraient, je veux dire, Mais entourés de l'estime de leurs concitoyens. Oui, et puis Guillaume, si vous voulez, c'était un grand serviteur de l'État, quoi. Oui, bien sûr. Mais voilà, donc si vous voulez... et tout cela c'est liquéfié, tout cela, c'est perdu. Moi, je voudrais retrouver le souffle de l'épopée, je voudrais retrouver la France telle que je l'imagine, je voudrais retrouver un État digne de ce nom, si vous voulez. À une certaine époque, quand vous aviez De Gaulle et Malraux qui se déplaçaient, c'était l'État et d'autres, l'État qui se déplaçait. Vous voyez, c'était quand même autre chose, quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est ce que disait Bernanos, la France, c'est un pays de fous, de philosophes et de cathédrales. Mais c'est ça qu'on aimait. Ouais. Mais oui, c'est ça qu'on attend. C'est ça qu'on attend. Mais c'est ça qu'une grande majorité de nos concitoyens veulent. Mais oui, alors ils le traduisent plus ou moins consciemment, mais c'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. Mais c'est ça. Mais oui, et cette France-là... elle existe, elle est là. Elle existe, elle n'est pas encore... Il suffit d'aller en province, on la revoit partout. Elle est là, quelles que soient les opinions politiques d'ailleurs, je dirais. Ben, vous savez, encore une fois, pour citer Bernanos, pour lequel j'ai eu une grande période dans ma vie d'intérêt, il disait il y a une bourgeoisie de gauche, il y a une bourgeoisie de droite, il n'y a qu'un peuple de France. Ben voilà. C'est un très bon résumé. C'est un très bon résumé. Et dans le fond, ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu la bourgeoisie de gauche et la bourgeoisie de droite qui sont partagé l'État pour le piller. Et la victime, ça a été le peuple de France. Oui, mais encore une fois, ce genre de phénomène, on le retrouve à plusieurs moments de l'histoire de France. Mais tout à fait. C'est pas uniquement dû à la modernité de tout cela. Non, c'est pas la globalisation qui est responsable. Non, moi je crois qu'il y a quelque part une sorte de nature humaine. Voilà. Bon, alors là, je crois que le vrai problème, si vous voulez, comme l'État français est très puissant, il y a des gens qui, au départ, en prennent le contrôle pour assurer la grandeur de la France. Et 3 générations après, si j'ose dire, on a les petits-fils et ils assurent leur fortune à eux, quoi. Donc il y a une espèce de... C'est peut-être pour ça qu'on a des révolutions et pas des réformes. C'est peut-être parce que l'État est trop puissant. C'est-à-dire que si on ne fait pas la réforme, on aura la révolution. Mais c'est certain, ça. Et moi, si vous voulez, ce qui m'anime à moi, c'est que moi, je suis fondamentalement démocrate. Pourquoi ? Parce que je sais de quoi l'homme est capable.
Mais je le sais très bien, moi aussi, c'est pour ça que c'est là. Voilà. Il faut limiter les pouvoirs, surtout. Je l'ai vu professionnellement, de quoi on est capable. Et la nature humaine, là, je ne suis pas très optimiste par rapport à ça, quelquefois. Il y a des exceptions majeures, Dieu merci. Mais moi, j'ai une sorte de déformation professionnelle et c'est une vue très noire des choses. Hein. J'avais un professeur de droit qui disait s'il n'y avait pas les lois et les règlements, les rues seraient pleines de cadavres et de femmes enceintes. C'est pas très glorieux pour la nature humaine. Bon, c'est loin de la conception rousseauiste, évidemment, des choses. Bon. Mais je dis par là que, même sans aller jusque-là, en fait, on n'a pas tellement évolué depuis l'Antiquité. Hein. Je veux dire, j'en suis absolument persuadé. Et on a vu ça, historiquement, des périodes comme celle-ci, on en a vu, il y en a eu plusieurs. Donc maintenant, il est temps, avant de tomber dans la... La fin de la Troisième République n'était pas particulièrement heureuse. Non exactement, exactement. Avant de tomber dans ce qui risque d'être une sorte de révolution et tout ce qui va avec... il faut régler démocratiquement cela. C'est pour ça que maintenant, il est très urgent qu'il y ait des responsables politiques qui fassent ce que souhaitent profondément les gens. Voilà, c'est ça qui est... Et on revient dans le fond, parce que, vous savez, moi j'ai toujours été dans les milieux financiers, et les gens ne se souviennent pas, les jeunes ils ne se souviennent pas, mais l'Angleterre, dans les années 70, elle était en train de s'effondrer, il y avait le FMI à Londres, ils étaient ruinés, etc. Et puis il y a cette femme, Madame Thatcher, qui est arrivée et qui a dit voilà ce que je vais faire. Et elle a été élue 3 fois de suite. C'est-à-dire, je crois que l'erreur que font les politiques actuels, c'est de se dire si je me fâche avec une partie de l'électorat, je serai battu la fois d'après. C'est si ils n'ont pas le courage d'imposer les solutions dont tout le monde sait qu'elles sont nécessaires, là, ils seront certainement battus. Oui, mais tout à fait. Mais s'ils font cela, s'ils sont comme ils sont, c'est parce qu'ils ne sont pas capables d'être autrement. C'est ça un petit peu le problème. C'est ça qui est grave. On a dans le fond, on a choisi un système de sélection de nos élites qui amène au sommet les gars qui sont arrivés parce qu'ils n'ont jamais pris une décision. C'est ça. Et donc, on retrouve donc des gars qui ont une peur panique des décisions, et comme ils n'ont jamais pris de décision, ils n'ont jamais fait d'erreur, n'ayant jamais fait d'erreur, ils sont pas flingués. Et ceux qui pourraient prendre les décisions qui conviennent sont écartés. C'est ce que disait Churchill. Il disait dans la politique, il y a le temps des lions et le temps des chacals. C'est-à-dire qu'il y a un jeune lion qui monte, en général, il se fait bouffer par les chacals vite fait. On l'a bien vu. On l'a bien vu. Donc, si vous voulez, tout s'explique, me semble-t-il, par cette évolution-là, qui n'est pas nouvelle comme évolution, mais qui existe. Et donc, je crois, une des solutions, ce serait peut-être d'empêcher de faire comme dans beaucoup de grandes démocraties, que le fonctionnaire soit non éligible. C'est-à-dire, c'est le cas en Angleterre, aux États-Unis. C'est-à-dire, il peut être élu, mais il donne sa démission de la fonction publique pour tout le monde. Oui, voilà, c'est ça. Il faut qu'il soit écarté de la fonction publique. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas laisser la fonction administrative prendre le contrôle de la fonction politique sans qu'on arrive là où on est. Oui. Donc, la première des réformes, ce serait de dire, vous pouvez vous présenter, mais vous ne retournerez pas dans votre cœur d'origine. Alors, ça pose d'autres problèmes, si vous voulez, parce que d'abord, la fonction politique, et heureusement, n'est pas une fonction durable. Donc, il y a des remises en cause. Mais eux, ils risquent rien. Oui. Puisqu'ils retournent dans leur cœur d'origine. Oui, c'est vrai. C'est pour ça. Non, mais c'est pour ça. Mais d'un autre côté, si vous excluez cette possibilité, vous n'aurez, à l'Assemblée et ailleurs, vous n'aurez que des gens qui, finalement, sont totalement à côté des préoccupations de l'administration et autres. Enfin, je veux dire, c'est pas aussi... Elle a suffisamment de poids en France pour se faire entendre. Peut-être, oui. En tout cas, ce qui est certain, quand vous regardez les grands cabinets de Gaulle, il y avait assez peu. Vous aviez justement Mesmer, qui était un ancien gouverneur des colonies. Vous aviez un gars comme Pompidou qui arrivait donc, ils ne se préoccupaient pas tellement de ce que pensait la fonction publique. La fonction publique, c'était l'intendance, elle suivra, quoi. Donc, il me semble, autrefois, c'est pour ça, comme on avait souvent des guerres, on faisait sortir des généraux parce qu'ils avaient montré qu'ils étaient capables de prendre des décisions dans des périodes difficiles. Et c'est pas du tout mon idée d'avoir un général, mais c'est pas ça l'idée. Mais je veux dire, c'est qu'on a aujourd'hui un vrai problème la fonction administrative a phagocyté la fonction politique. Par exemple, au Parlement britannique, il y a quelque chose comme 500 différentes professions. En France, il y en a une trentaine. Oui. Il y a une surreprésentation aussi de certaines catégories. Exactement, complètement. Et donc, surtout ça, d'ailleurs. Si je ne sais pas, mais s'il y avait une assemblée où il y avait des garçons coiffeurs,
ils prendraient des mesures favorables aux garçons coiffeurs. Donc je veux dire par là, s'il y a une assemblée où il n'y a que des fonctionnaires, ils vont prendre des mesures favorables aux fonctionnaires. Regardez ce qui s'est passé avec La République En Marche, où on a des députés qui, effectivement, alors là, sont arrivés, d'ailleurs eux-mêmes, ça les a surpris, hein, bon, et qui sont, alors, mais qui sont, le Parlement tel qu'il, enfin l'Assemblée nationale. Il y a deux choses que vous dites qui sont très importantes. Les gars de La République En Marche, c'était une idée qu'avait prise Macron, qui était très intelligente, de faire monter des gens dont personne n'avait jamais entendu parler. Ouais. Bon, ça, c'était très bien. Mais le fait que les Français aient voté pour eux montre que c'était leur désir. Ils n'ont pas eu les bons, mais ils ne voulaient plus avoir les anciens. Il y avait un phénomène de changer, c'est d'ailleurs ce qui a aidé... La méthode de sélection du Parlement. Ce qui a aidé Macron aussi à être élu. Il jouait sur cette image de nouveaux venus à la politique, alors qu'en réalité... C'était un vieux briscard. Bon, voilà. Mais c'est ce qui a permis, effectivement... Mais regardez la catastrophe que c'est devenu. Enfin, parce que, honnêtement, l'Assemblée nationale, c'est une chambre d'enregistrement qui n'a plus rien. Il n'y a plus de grandes personnalités, il n'y a plus rien. Donc, si vous voulez, c'est ça... l'exécutif, actuellement, a totalement les mains libres. D'autant plus que, notamment... profitant, je dirais, de la crise sanitaire, il y a une loi d'urgence sanitaire qui a été votée, qui permet au gouvernement de prendre des décisions qui étaient du domaine de la loi. Mais qui est attentatoire aux libertés publiques. Mais totalement, et qui a permis notamment à Mme Belloubet, alors ministre de la Justice, de libérer 15 000 détenus, quoi. Enfin, prétextant une urgence sanitaire, s'appuyant sur une loi. Et on voit une hausse de la criminalité juste après. Mais c'est ce que j'avais dit, c'est-à-dire que j'avais dit qu'on risquait de connaître un pic, évidemment, par rapport à l'épidémie, mais ce qu'on connaîtra comme pic, c'est sûr, c'est un pic de la délinquance 3-4 mois après, et on y est. Et voilà. On y est Parce que le nombre d'individus qui ont récidivé, il n'y a pas de statistiques évidemment là-dessus, mais on a quelques exemples malheureux. Ce que vous êtes en train de dire, dans le fond, si j'essaie de comprendre ce que vous dites, c'est que nous avons un énorme problème de sélection de nos élites qui arrivent au pouvoir. C'est ça le vrai problème. Alors est-ce qu'il faut aller vers un référendum ? Alors, je crois qu'à un moment donné, il est nécessaire de redonner la parole au peuple, parce que moi, je lui fais confiance, c'est-à-dire, voilà. Et, il peut se tromper quelquefois, Mais à ce moment-là, il renverse son vote, il s'en fout. Oui, parce que je suis sûr que sur des sujets essentiels, les gens, à ce moment-là, si on leur donne vraiment la parole, ils iront voter. Voilà. Il y aura la participation et il y aura la décision. Parce que la classe politique aujourd'hui, enfin la classe politique, celle qui nous gouverne depuis De Gaulle, Pompidou, finalement... Moi je crois qu'il y a eu une vraie rupture avec Giscard. Oui, c'est ça. C'est là où la fonction administrative a pris le contrôle de la fonction politique. Oui, c'est ça. Puis avant Pompidou, c'était un homme... Et puis on a commencé à lâcher... Et puis alors avec Mitterrand en 81, enfin bon là, Non, mais le vrai passage, ça a été Giscard. Oui. Donc si vous voulez, je crois que là... en plus, j'ai le sentiment que l'opinion publique, elle demande cela et elle est prête à cela. Voilà, parce qu'elle connaît quand même, on va connaître et on connaît une épreuve. Bon, toute proportion gardée, parce que ceux qui ont connu la guerre et autres, c'était... Hein. Mais je crois qu'on est, je le pense et je l'espère. Alors je ne veux pas dire par là que la crise qu'on va vivre a du bon, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Non, mais ça peut être une catharsis. Mais ça peut nous aider à nous remettre debout. Voyez ? Et surtout à ce que des gens qui ont quelque chose à dire... Parce que ce que vous avez dit sur les médias tout à l'heure est très intéressant, mais quand vous avez eu le 9/11, vous savez, aux États-Unis, quand les tours étaient tombées, etc., les médias français ont été tétanisés pendant 15 jours, et pendant 15 jours, on a vu passer des gens à la télévision qui venaient expliquer ce qui se passait, qui étaient extraordinairement compétents et qu'on ne voyait jamais. Puis au bout de 15 jours, on a vu réapparaître le même lot de crétins qui vous racontent toujours les mêmes choses, etc. Donc, les périodes de crise, c'est les périodes où on change les élites, quoi. Et c'est ce qu'il va falloir faire. Et c'est dans les périodes de crise, dans l'histoire, qu'on a vu des gens exceptionnels arriver. Hein. Oui, alors que personne ne savait qu'ils étaient exceptionnels. Il ne faut pas oublier que Mme Thatcher, encore une fois, elle était secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, et puis elle avait été choisie par le Parti conservateur. Personne n'a jamais compris pourquoi. Elle est arrivée comme ça, et puis elle a changé l'Angleterre. Donc, mais personne, moi je vivais en Angleterre et tout, personne connaissait Mme Thatcher avant qu'elle arrive, quoi. C'est ça. Donc donc à un moment, il y a quelqu'un, c'est ce que disait De Gaulle pour l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'une nation et d'un homme, quoi. Et c'est pas la rencontre de deux appareils politiques, quoi, c'est pas ça.
Voilà, donc, il faut refaire confiance au peuple. Là, je suis d'accord avec vous. Ouais, c'est ce que j'espère. Moi, j'espère. Il faut que le peuple revienne à la surface. Il faut lui redonner la parole. Parce que, quels que soient les discours qu'on entend de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, ils ne veulent pas parler au peuple. Non, d'ailleurs, ils le détestent. Rien n'arrivera. Moi, ce qui me l'étonne le plus, c'est quand je parle à ces gens-là, je me rends compte que dans le fond, ils détestent le peuple. Ils veulent faire, entre guillemets, le bonheur du peuple, malgré eux. Il n'y a rien de pire. Mais c'est ça. Mais en plus, je crois qu'ils ont un profond mépris. Quand je les entends parler, je me dis toujours, mais... Oui, c'est ça. Ils ne connaissent pas un paysan gascon. Parce qu'ils ont aussi la morale avec eux. Ils imaginent avoir la morale avec eux. Donc on a un vrai problème de rupture entre nos élites et c'est encore pire au niveau du Parlement européen. Ah bon, mais le Parlement... C'est pire au niveau du Parlement. Qui a encore moins de pouvoir, alors, lui. Heureusement. Je suis d'accord avec vous. Heureusement. Il en a déjà trop. Oh là là. Non, heureusement. Parce que franchement, là, c'est l'utopie béate, idéologue. C'est terrible. Donc... je pourrais vous citer plein d'exemples sur... Il faut que la France sorte de la Cour de justice européenne. Enfin. Ça, c'est l'un des thèmes que j'ai développé. Il faut qu'on retrouve notre souveraineté juridique, comme les Anglais. Quoi, voilà. Nos plus hautes juridictions, Cour de cassation, Conseil d'État, se sont mises sous la coupe, je dirais, de la Cour européenne des droits de l'homme, alors que c'est pas une juridiction de l'Union européenne, c'est le Conseil de l'Europe, donc c'est déjà très différent, et en même temps, comme si c'est pas une juridiction, je veux dire, il y a des juges nommés par leur gouvernement qui, certains n'ont jamais été juges de leur vie, enfin, et en plus, si vous voulez, on a vu un certain nombre d'affaires où les juges qui sont là, il y a des lobbies puissants qui les ont mis là. Bien sûr, donc voilà. Si vous voulez, exactement. Donc, il faut le dénoncer. Ce que vous dites, c'est intéressant, il faut le dénoncer, mais on est intéressant parce que comme on n'arrive à rien aller dans notre État, puisqu'il est gangrené au sommet, on se dit on va passer à l'étage supérieur, mais c'est pas du tout, il faut passer à l'étage inférieur, revenir au peuple. Mais l'Union européenne veut absolument maintenant vous former, c'est pire que fédéraliste, parce que le système américain que vous connaissez très bien, je veux dire, on a des États, c'est fédéral, mais les États ont quand même une certaine autonomie sur un certain nombre de sujets, etc. Ils ne veulent pas faire ça au niveau de l'Europe. Ils veulent faire de l'Union européenne elle-même un supra-État, avec un gouvernement européen qui va imposer donc à tous les États membres de l'Union européenne. Ça va bien au-delà du système fédéraliste américain. Parce qu'on n'a pas précisé les pouvoirs. C'est ça. Et donc... Quand vous ne précisez pas les pouvoirs, en général, celui au sommet, il les prend tous. Oui, c'est ça. Ben alors, non, mais là on est... Franchement, il faut tout faire pour éviter ça, parce que nous, on se bat au Parlement européen pour éviter cela, bien sûr, on se bagarre. C'est un combat qui est d'autant plus délicat que les gens ne savent pas ce qui s'y passe. Et en plus de cela, avec la crise que nous connaissons... ils ont tendance, au niveau de l'Union européenne, à encore plus centraliser les choses sous prétexte sanitaire, qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, quasiment tout est dématérialisé. Donc, c'est-à-dire que j'aille au Parlement ou que je n'y aille pas, que je vote alors que je suis à l'autre bout de la planète ou que j'aille à Bruxelles ou à Strasbourg, c'est pareil, quoi. Donc, c'est un système surréaliste. Mais vraiment, à un point... je vais vous raconter une anecdote, parce que j'avais été invité à Bruxelles à faire une conférence il y a une dizaine d'années, ou je ne sais plus combien, 10-15 ans, et c'était parce qu'il y avait l'industrie chimique qui se faisait du souci sur les nouvelles règles qui allaient être mises, vous savez, pour tel produit ou tel, etc. Vous savez, on n'a plus ça appris. Et donc, le président à l'époque était un Italien, le président de la commission, et pendant le dîner, il a assuré donc tous ces lobbies qui étaient là, qu'il n'y aurait... qui s'en occuperait, que ça ne se passerait pas. Le lendemain, ça passait. Et donc, le président, pendant qu'il nous assurait ça le soir, il n'était pas au courant que dans les tuyaux, il y avait le truc qui allait sortir. C'est ça. Et donc, vous vous dites, mais c'est une machine qui est folle. C'est ça. Tout se fait, en fait, dans les couloirs, dans les tuyaux, les antichambres, et tout est à base de, entre guillemets, de compromis, entre des groupes, puisque aucun groupe n'est majoritaire en lui-même. Donc, ce qui fait que, et quant à nous, on a été complètement écartés de tout. Les souverainistes, en général, sont totalement écartés de tout. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun poste de responsabilité, alors qu'on représente une puissance encore plus forte qu'avant, je dirais, au Parlement. Eh bien, on a été en dehors...
écarté de tout. Qui plus est, en infraction, en quelque sorte, à une règle qui s'est toujours appliquée, bon, une règle non écrite, dite règle d'Hondt, peu importe le nom, mais qui faisait qu'en fonction du pourcentage de voix que l'on obtenait, on avait un certain nombre de postes de responsabilité. Ben ça, on nous a dégagé de tout, en nous disant, ah ben non, on met en place un cordon sanitaire. Voilà, on vous le dit. Ben c'est ce qu'on a fait en France pendant 20 ans sur certaines idées. C'est ça. Donc, si vous voulez, il y a donc, grosso modo, des gens qui ne pensent pas, n'ont même plus le droit d'être entendus. Voilà, au nom d'une certaine idéologie. En fait, c'est au nom. En Oui. fait, si vous voulez, ils pratiquent ce que vous avez, l'excommunication. Oui, C'est-à-dire ceux avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, vous les renvoyez dans les ténèbres extérieures. Exactement. J'ai vécu ça à l'Assemblée, où quand je me levais sur certains sujets où maintenant il y a eu une évolution considérable du discours, où j'avais l'impression, d'un côté il y a l'ombre, et de l'autre côté il y a la lumière. Vous savez Voilà, bien. mais c'est ça. Mais ce que je trouve très intéressant dans ce que vous dites, c'est que dans le fond, il vous est resté le fait que vous vous leviez quand personne ne se levait. Oui. Ce qui veut dire que c'est pas que vous ayez raison qui est important, c'est le fait que vous ayez eu un caractère de cochon il y a 20 ans. Oui. Ça, les gens s'en souviennent. Oui, Mais ils ne se souviennent pas que vous avez eu raison. Ils vous disent non, on ne va pas lui parler. Ah non, c'est sûr. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même très étonnant. C'est clair. En Angleterre, ce qui se passe, c'est quand un type a eu raison avant les autres, tout le monde dit qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? En France, on dit puisque vous êtes sorti du truc, vous êtes foutu à jamais. C'est ça. Et le fait d'avoir raison trop tôt, vous savez que ça peut être mortel, quoi. Écoutez, j'ai trouvé cette conversation passionnante, mais j'arrive toujours à chacune de ces interviews, il y en a eu plusieurs déjà dans la boîte et tout, à la conclusion qu'on a un gros problème dans notre État qui fait tout ce qu'il ne devrait pas faire et qui ne fait pas tout ce qu'il devrait faire. Et on a devant nous, dans le fond, ce dont crève la France, c'est de l'incapacité de son État. Aujourd'hui. Oui, mais ce n'est pas un problème d'État, c'est un problème fondamentalement de classe politique et de personnes. Voilà. Alors que, encore une fois, je ne veux pas condamner toute la classe politique. Non, bien sûr que non. Parce que, voilà. Mais fondamentalement, ça repose sur la... Donc il faut changer la façon dont ils arrivent au pouvoir. Oui. Il faut surtout redonner la parole au peuple. Il faut redonner la parole au peuple, parce qu'il y en a qui revient à la même chose. Sinon, on va à la catastrophe. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Le fossé, un fossé considérable, s'est creusé entre les citoyens et leurs gouvernants, quels qu'ils soient. Mais vous allez partout en France, et il y a deux professions qui sont haïes, le politique et le journaliste. Oui, c'est ça. Mais ils sont haïs. Je n'ai jamais vu ça dans toute ma vie. J'ai 77 ans, je n'ai jamais vu ça. Tout à fait. Et là, maintenant, la seule façon de changer, bon, à part évidemment des élections qui viendraient renverser tout ça. Mais les gens ne vont pas aller voter. Et j'en ai bien peur. Vous voyez, c'est terrible, parce que là où je suis aujourd'hui, avec le Rassemblement national, j'arrive à travailler vraiment sur les sujets qui m'importent le plus, et je suis en totale liberté. Mais il y a une telle pesanteur au niveau médiatique et autres que ce plafond de verre et autres, on n'a pas encore réussi à le faire sauter. Moi, je voudrais qu'on arrive à faire des alliances avec des gens qui en valent la peine. Voilà. Il y en a partout. J'étais sur un débat à l'instant avec des députés des Républicains, qui ont travaillé sur la même chose que moi. On pense exactement la même chose, quoi. Exactement la même chose. Donc il faudrait arriver à se mettre d'accord à un moment donné, à ce qu'on nous autorise à cela, afin que les gens le comprennent, quoi. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Merci beaucoup. J'espère que vous reviendrez nous voir de temps en temps pour nous. Avec plaisir. Pour nous parler de ce qui se passe à Bruxelles, pour nous faire rire un peu. Oui, j'ai quelques anecdotes. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Merci mille fois. Merci de votre invitation.